leur activité de service. Il faut donc, au lieu de vendre les biens, vendre le droit de propriété du bien, le droit d'usage du bien, au contraire, le droit de propriété, pardon, on va vendre le droit d'usage, on va les louer. On va les louer, on va essayer, en les louant, de les associer à une performance d'usage. L'exemple que vous avez peut-être déjà lu dans des journaux, dans des articles scientifiques ou dans des ouvrages, c'est l'exemple de Michelin. Michelin qui, au lieu de vendre à des flottes d'autocars ou de transport poids lourds des pneus, ont commencé à louer leurs pneus. C'est-à-dire, au lieu de les vendre, donc, ils gardaient la propriété du pneu. En le louant, ils ne faisaient pas que le louer, ils associaient en même temps un certain nombre de services, de telle manière que l'usage qui était fait des pneus puisse être le plus efficient possible, de telle manière que d'un côté, ils réduisent les externalités négatives en matière environnementale, notamment l'usage du caoutchouc, réduisent les effets de CO2, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ces pneus étaient utilisés lors du déplacement des autocars ou des camions. Deuxième aspect. Et troisième aspect, en fait, diminue aussi le niveau d'accident, alors je n'ai plus l'expression en tête, mais des accidents, un taux d'accident des conducteurs. Alors, comment c'est pris Michelin? Au lieu de vendre, ils louaient, et associé à cette location des services de maintenance, parce qu'il fallait gonfler les pneus au bon endroit, au bon moment, des services de formation à l'éco-conduite, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il faut conduire pour réduire la consommation de l'usure des pneus. Et troisième point, l'éco-conduite permettant aussi d'envisager les conduites en sécurité, qui évitent les accidents au-delà de lui. L'autre aspect de ce modèle, c'est que les pneus restant à la propriété de Michelin a commencé à réfléchir sur le plan technologique, à mettre au point à la fois de nouvelles technologies et des conditions de fabrication des pneus pour allonger la durée de vie des pneus et trouver les moyens de les recycler, ce qui était une vieille technique de rechapper les pneus, mais qui était cette fois-ci systématisée, réaméliorée et inscrite dans leur modèle. Généralement, ce n'était pas les industriels eux-mêmes qui rechappaient. Voilà un exemple d'entreprise qui est passée, si vous voulez, de la vente d'un bien à la vente d'un service adossé à un usage. Et vous voyez qu'à travers cette question, en fait, se jouent plusieurs points tout à fait intéressants. Premier point, ce passage permet, sur le plan écologique, de prendre en charge certaines externalités négatives, l'effet de CO2, et à travers la question du recyclage, ce qu'on appelle quelquefois l'économie circulaire, la capacité de faire appel de manière moins importante aux ressources naturelles. Ça, c'est un premier point. Les conditions dans lesquelles ce modèle économique prend en compte les enjeux environnementaux du développement économique. Le deuxième aspect tout à fait intéressant, c'est aussi le fait que ce modèle conduit à trouver des formes de coopération renouvelées avec les clients qui a une incidence sur le travail des conducteurs. Et donc il y a ici une possibilité, vous voyez, de revenir sur les conditions dans lesquelles les conducteurs travaillent. Et là, ça a une incidence de remise en question de l'organisation du travail des conducteurs, de la qualité du travail qui est développée et d'une possibilité de remettre en cause une forme d'organisation du travail que vous connaissez comme pas toujours excellente dans le milieu du transport collectif et du transport de marchandises routier, marchandises. Voilà les points sur lesquels je voulais intervenir, que je voulais préciser à propos de ce premier niveau de modèle. On appelle ça le stade 1 parce que d'une certaine manière, c'est le stade le plus facile pour les entreprises industrielles, le plus rapide à la portée des entreprises industrielles, dans la mesure où ça ne change pas leur système client, pas beaucoup. Ils restent toujours avec un client. Ça change les conditions dans lesquelles sont contractualisés, ça change les conditions dans lesquelles
Michelin coopère avec ses clients. Si ça change, c'est de coopération avec les clients, mais ça reste encore dans une logique qui ne transforme pas, je dirais, de manière plus profonde, la dynamique économique de l'entreprise. Il y a un deuxième modèle sur lequel qui nous intéresse encore plus, je dirais, même si ce premier modèle est tout à fait intéressant. Alors, juste à propos du premier modèle, j'ai pris l'exemple de Michelin parce que c'est certainement des choses que vous avez déjà entendues, ça permet de parler plus rapidement, mais nous constatons que c'est un modèle qui commence à se développer, y compris dans des petites entreprises, voire des très petites entreprises. On est un point de taille. Il y a des PME qui s'engagent dans cette logique-là, voire des TPE qui s'engagent dans cette logique, et c'est tout à fait intéressant de le remarquer. Alors, l'autre stade, le stade qu'on appelle 2, dans notre jargon, qui porte toujours le nom d'économie de la fonctionnalité, va transformer plus profondément les rapports inter-entreprises et les rapports aux clients, dans la mesure où cette fois-ci, ce qui va être vendu, c'est une performance d'usage, cette performance engageant de manière très précise le bénéficiaire de la solution, c'est-à-dire le client ou le système client. Alors dans ce deuxième stade, si vous voulez, on voit se développer des nouvelles logiques qui vont élargir le périmètre de l'activité de l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement de les louer ou de vendre des voitures, de les louer, il ne s'agit plus de vendre des bicyclettes, de les louer. Il ne s'agit pas simplement de passer de la vente à l'usage comme ça, mais c'est de considérer cette fois-ci plus profondément l'enjeu qu'il y a derrière l'usage du bien. En d'autres termes, par exemple, quand derrière les automobiles, l'enjeu c'est la mobilité, et pas simplement l'automobile. Ou l'enjeu derrière une bicyclette, ou voire même le métro, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire c'est un ensemble de questions qui préoccupent les ménages comme les entreprises, qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre plus complexe. Ce changement de périmètre, on appelle ça d'entre nous, de ce saut systémique, ce saut, la façon dont on pose les problèmes. On passe d'un bien relevant du transport à la mobilité. Ce saut a comme grand intérêt de pouvoir prendre en charge un nombre significatif d'externalités négatives, environnementales ou sociales, et surtout de les prendre en charge vis-à-vis d'un territoire. Ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième aspect va remettre la question territoriale et les rapports territoire-entreprise au cœur du dispositif. Par exemple, lorsque l'on cherche à concevoir un nouveau dispositif de mobilité, alors je vais prendre l'exemple sur lequel je suis, qui est la région de Lille, l'agglomération de Lille. L'enjeu qui est derrière, le passage de transport-mobilité, vente de biens de transport à vente d'une offre de mobilité, c'est d'être en capacité de donner une réponse à l'agglomération lilloise qui a deux immenses problèmes. Un problème d'embouteillage considérable qui fait que l'accès en centre-ville devient extrêmement long et coûteux, puisque dès que vous n'êtes pas en centre-ville, eh bien, vous mettez 1h30 quand vous êtes autour de 9h30, 10h du matin à Lille, c'est 1h30 pour arriver en centre-ville. Donc c'est coûteux. Bien entendu, derrière les embouteillages, ça a des effets de CO2 et ça a des inégalités sociales parce que plus vous êtes loin, plus vos revenus sont faibles, plus vous êtes loin du centre-ville, plus vous êtes coûteux pour vous y rendre. Problème central, un problème considérable de l'agglomération de Lille, qui a des conséquences pas seulement sur les ménages, sur les entreprises elles-mêmes, sur les difficultés de faire de centre lillois un centre intéressant pour les sièges d'entreprise, difficultés pour les échanges interindustriels, donc pas simplement un problème des ménages, aussi problème de développement économique de l'agglomération et derrière de la région. Si vous restez dans une logique industrielle, dans laquelle la question de la synchronisation des usages des biens est renvoyée
aux usagers, que ce soit les personnes ou les entreprises, vous n'avez qu'une capacité à régler l'ensemble des dysfonctionnements qui sont posés par l'intermodalité des systèmes de transport et aucune capacité à infléchir durablement les problèmes qui se posent en termes d'embouteillage. Il s'agit donc de poser le problème autrement et de revenir immédiatement à avoir une pensée sur la mobilité. Et avoir une pensée sur la mobilité, c'est organiser une offre qui va intégrer les différents systèmes de modalités de transport et qui va non seulement intégrer les différentes modalités de transport, mais qui va les intégrer dans une forme qui va permettre de résoudre la question de l'embouteillage et dans une forme où la valeur servicielle apportée par les temps de transport croît. Ça demande une modification substantielle de l'organisation des entreprises les unes avec les autres, du rapport entre les entreprises et les territoires, et ça demande donc que se mette en perspective un nouveau modèle, vous voyez, qui cette fois-ci a pour finalité, pour viser la mobilité et pas l'usage du bien. C'est-à-dire un usage systémique et pas l'usage des biens séparés les uns des autres. Alors ce point est particulièrement pour nous intéressant parce que le fait de s'engager, alors certaines entreprises dans la région lilloise s'engagent dans cette perspective, avec plus ou moins de succès, on en reparlera dans la discussion, et s'engagent dans cette perspective ça les amène à engager des logiques de coopération avec d'autres acteurs de manière très très différente, qui met à distance la concurrence telle qu'on la connaît, qui engage des logiques de coopération sur le long terme, qui engage des logiques de coopération avec les territoires, qui exige le fait que entre usagers et producteurs, eh bien, de nouvelles formes aussi de coopération se mettent en place, qui puissent être évaluées, et qui aillent dans le sens de la solution visée. Alors, ce deuxième stade, on le voit, ce deuxième aspect de l'économie de la fonctionnalité, vous voyez, cette fois-ci, qui change le périmètre de l'activité, qui provoque des nouvelles formes de coopération entre entreprises et entre entreprises territoires. On le voit émerger sur les sujets de la mobilité, sur les sujets de la santé, très important, sur le sujet de l'habitat, au troisième domaine extrêmement important, sur le domaine de la question de la sphère des connaissances, très important. Et vous voyez, ici, ce qui se joue, ce n'est plus des logiques sectorielles. Alors, pour quelqu'un comme moi, ça va beaucoup déboussoler, parce que moi, je suis un économiste qui s'est d'abord intéressé aux logiques sectorielles. Je suis bien embêté avec les copains. Parce que là, c'est l'inverse. Hein. C'est les logiques intersectorielles qui permettent de construire des solutions. Ce qui d'ailleurs met un peu en difficulté les fameux pôles de compétitivité et la logique qui est derrière lorsqu'elles s'organisent d'une manière sectorielle. Et par exemple, dans la région lilloise, on a un gros souci parce qu'on a un pôle de compétitivité sur le ferroviaire à Valenciennes. Avec le ferroviaire, on n'est pas dans la mobilité, je peux dire. Parce que la façon dont on pense le ferroviaire n'a plus rien à voir avec la façon dont on peut innover dans le matériel, dans l'équipement ferroviaire, n'a rien à voir si on pense ferroviaire et vente d'équipements ferroviaires ou si on pense mobilité. On a un gros débat dans la région aussi, Nord-Pas-de-Calais, sur la question des voitures électriques. Parce que la voiture électrique, pensée comme substitution à la voiture, ça donne une certaine conception de la voiture électrique et un certain type de production de la voiture électrique. Si vous pensez à la voiture électrique inscrite dans une mobilité qui vise les objets que je viens d'indiquer, ce n'est pas le même type de voiture électrique, et pas la même façon de concevoir la voiture électrique, et les mêmes conditions dans lesquelles on va produire ces voitures électriques. Donc il y a deux gros débats en ce moment à propos de l'avenir industriel dans la région. C'est l'avenir de la voiture électrique. Je ne sais pas si vous suivez le débat à propos du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est très très frappant. Alors on a un président de région qui s'appelle Percheron, qui est un fanat de la voiture électrique, et donc qui pose pas mal de problèmes en termes d'économie de la fonctionnalité. Et puis on a le pôle Borloo-Valenciennes, fanat du ferroviaire. Et alors là, de reste de logique industrielle fortement, de dynamique industrielle fortement marquée, qui va mettre, à mon avis, en péril les entreprises qui relèvent de ces secteurs. Alors, vous voyez ici, ce qui est en jeu, c'est à travers
c'est ce que j'appelle moi de sphère d'activité. C'est une capacité de penser les relations interindustrielles à travers des compétences qui sont complémentaires.